Qui est John Singer Sargent, ce peintre que d'aucuns croient anglais quand d'autres le font naître à Philadelphie? Un siècle après sa mort, Sargent demeure une énigme. Sous les dehors d'une respectabilité soigneusement entretenue, il n'en scandalisa pas moins la société de son temps avec la sensualité et l'audace de ses tableaux, comme ce fut le cas avec son portrait de Virginie Gautreau, Madame X. Peintre virtuose, considéré comme un magicien, Sargent ne se contente pas d'exposer ses toiles au salon. Il vole la vedette et accapare les feux de la rampe. À peine 30 ans, il avait déjà remporté 2 médailles au salon. À la fin du XIXe siècle, l'art du portrait est considéré comme un genre mineur. Mais désireux de vivre de sa peinture, c'est dans ce genre très bien représenté au salon que John Singer Sargent choisit de s'imposer et de le réinventer. D'un coup de pinceau éclatant, il insuffle une nouvelle vie à ses modèles. Nobles, artistes, industriels, femmes du monde, bédouins, gondoliers vénitiens ou encore une célèbre danseuse espagnole, tous deviennent, sous son regard, plus que des visages, des présences. À ses débuts, il est salué comme un prodige, un maître de la lumière et de la psychologie. Il redonne au portrait une modernité saisissante en capturant non seulement l'apparence, mais l'aura de ses sujets. L'histoire de Sargent est aussi celle d'un retournement. À mesure que le XXe siècle avance, que les différentes avant-gardes s'imposent, que l'art, enfin, cherche à déconstruire le réel plutôt qu'à le sublimer, son style raffiné devient synonyme d'un monde révolu. Ce qui l'a rendu célèbre devient bientôt motif à critique. Trop habile, trop élégant, pas assez audacieux. Il tombera ainsi dans un oubli relatif pendant une bonne partie du XXe siècle. Audacieux, il l'était. Toute sa vie, Sargent a été puissamment attiré par des modèles souvent en marge de la société. Son choix de modèles féminins s'inscrit dans l'une des plus grandes révolutions de son époque, où s'affirment des femmes modernes et autodéterminées. Il apparaît que la pertinence sociale et esthétique de Sargent et de son œuvre, à la fois à son époque et à la nôtre, tient notamment sa force de son intérêt pour la non-conformité des sexes, de celui qu'il porte à l'érotisme homosexuel et par sa représentation d'un monde de plus en plus diversifié et multiculturel. Cet oubli est aujourd'hui réparé par les expositions internationales qui le reconnaissent comme l'un des plus grands portraitistes de son temps. La place de ce peintre dans l'histoire de l'art interroge. Que disait-il de son époque? Et que dit-il de la nôtre? Sargent est né à Florence en 1856 de parents américains qui en fait avaient décidé de venir en Europe après la perte d'un enfant en bas âge. Et c'est la mère de Sargent, Mary Newbolt, qui parvint à convaincre son mari, et qui pourtant avait une belle carrière de chirurgien devant lui, de venir en Europe pour faire le deuil dans un premier temps. Mais finalement, ce séjour, qui devait être relativement court, devient pérenne et les Sargent ne reviendront jamais vivre aux États-Unis. Florence, qui est un des centres de la communauté américaine expatriée en Europe. C'est une ville qui a beaucoup de succès auprès des anglo-saxons, des Anglais déjà, qui en avaient fait une étape obligée finalement de l'éducation des élites aristocratiques puis bourgeoises. Et les Américains, à la suite des Anglais, s'installent beaucoup à Florence. La famille loge Via Magenta, qui longeait la campagne toscane, ouverte et bordée de collines. Malgré tout, la maison des Sargent se trouvait suffisamment près du centre-ville pour que Marie puisse tenir salon et recevoir les artistes anglais et américains qui passaient l'hiver dans la cité aux toits rouges. La mère de Sargent reçoit beaucoup et il est évident que ça va avoir une influence sur le jeune Sargent qui grandit entouré d'art, entouré d'artistes et puis qui est poussé à pratiquer aussi les arts lui-même dès son plus jeune âge puisque sa mère elle-même dessine et peint, elle est aquarelliste et elle pousse ses enfants à pratiquer aussi l'aquarelle lors de leur voyage. Donc très tôt, ils vont avoir une éducation artistique et un œil aiguisé à l'art.
Marie faisait en sorte que son fils de 12 ans passe ses après-midi libres au Bargello à copier des sculptures dans son carnet de croquis. Ce nouveau musée offrait plusieurs œuvres admirables, dont des bronzes de la Renaissance anciennement conservés aux offices. John est particulièrement impressionné par le David de Donatello. Il est aussi très poussé par ses parents, hein. Il y a une injonction à ce que Sargent dessine, peigne quasiment quotidiennement lorsqu'ils sont en voyage. Et donc, il est très très tôt poussé à travailler dur, en fait. Et donc, assez vite, évidemment, il va développer voilà, des qualités de dessinateur et de peintre assez exemplaires. Early on, I think his mother, the sketching was a very decisive influence on him. And I think they realized very early on, the family, that he was going to be gifted and that he himself had ambitions as a young man. Très tôt, avec sa mère, John visite les musées, les galeries, des ateliers et des ruines. Il parcourt des sites historiques et des paysages pittoresques dans toute l'Europe. À partir de ces excursions, John se forge déjà une passion pour l'art. La famille pose ses valises au gré des saisons et c'est bientôt à Rome que John peut poursuivre l'éducation de son œil. La capitale italienne accueillait alors une communauté artistique internationale, installée comme la famille Sargent près de l'escalier de la place d'Espagne, à 2 pas de la Villa Médicis. Et donc, il parcourt toute l'Italie, mais aussi la France, la Suisse, l'Allemagne, à la découverte de paysages, de musées, d'architecture et de culture. I mean, they'd been to all the great cities, they'd been to all the great galleries. They were immersed in European culture. That's what she loved. She was what we would call a culture vulture. She couldn't have enough. Et le jeune Sargent non plus. À Rome, c'est au palais Barberini, la Galerie nationale d'art ancien, qu'il s'exerce au croquis. Mais de retour à Florence, les Sargent se rendent vite compte des limites de cet enseignement. Florence, en termes de scène artistique, reste provinciale, si l'on peut dire, par rapport à d'autres grandes capitales européennes. Et les meilleures écoles, la meilleure formation, elle est à Paris. Et ça devient, notamment dans ces années-là, les années 1860, 70, 80, le moment où véritablement Paris prend l'ascendant sur l'ensemble des grandes capitales européennes. And of course, as a parent, you might have thought, well, this is a very uncertain profession, is it wise? But I think they realized, that he had what it takes. And so they supported him. And that's why they encouraged him to go to Paris, which was the sort of center of the art world as it existed then. À 18 ans, Sargent n'a ni la discipline ni la formation formelle que l'école privilégie. Il espère pourtant obtenir une place dans l'Académie d'art la plus prestigieuse du monde. L'école des beaux-arts, c'est l'institution qui a le plus grand prestige, en fait, à l'époque, dans le monde des arts en Occident, je pourrais dire même. C'est-à-dire que c'est vraiment le summum du prestige en termes de formation artistique. Donc, quand on est un jeune artiste et qu'on vient à Paris, il faut rentrer à l'école des beaux-arts. Et le fait de passer par l'école des beaux-arts, d'avoir le tampon de l'école des beaux-arts, c'est très important en termes aussi de prestige social, pour recevoir des commandes aussi derrière, de dire qu'on a fait l'école des beaux-arts. Tout ça, c'est très important. Très vite, donc, Sargent rentre dans l'atelier de Carolus Duran, qui est un lieu assez fréquenté par les artistes américains. Ça va lui permettre de travailler un petit peu pour préparer le concours d'entrée à l'école des beaux-arts, et il entre à l'école des beaux-arts à la fin de l'année 74. Donc ça va quand même assez vite. So he's doing the rigorous, disciplined academic training alongside Carolus Duran, who taught his pupils to paint from the word go, and to paint in terms of, the great word was les valeurs, the tones, the tonal values, that if you could master tone, you could replicate reality. And that was the lesson. That's why they all adored Velázquez, who was kind of modern master. And that instinctive handling of the brush, that each stroke of the brush had to define a tone or what have you. Al primo, boom, boom, boom.
and no fudging. You know, if it's not working, discard it, start again. And that was something that he took to like a duck to water. Quand il frappe à la porte de Carolus-Duran, il arrive avec un rouleau de dessins et d'esquisses sous le bras, un rouleau très important et volumineux. Et ses camarades sont bouche bée, de même que Carolus-Duran. Et ses camarades d'atelier sont finalement assez dépités parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à un talent qu'ils n'égaleront jamais. Et il sera très populaire dans l'atelier de Carolus-Duran, mais en même temps, beaucoup sont jaloux et se rendent compte qu'ils n'obtiendront jamais le succès de Sargent en tant qu'artiste. Carolus-Duran donc, est un artiste qui a fait ses débuts dans les années 1860 et il va notamment connaître un immense succès avec un tableau qui est La Dame aux gants, qui est présenté lors d'un salon à Paris à la toute fin du Second Empire et qui va être un triomphe absolu. Il va devenir l'un des très grands peintres de portraits de la Troisième République. Et donc, au début des années 70, quand Sargent arrive à Paris, vraiment, Carolus-Duran est en pleine ascension à la fois artistique et sociale. Et donc, évidemment, on imagine que Sargent observe ça avec beaucoup d'intérêt et va se mettre un peu dans les rails, en fait, aussi de ce qu'a fait Carolus-Duran avant lui. Il faut savoir que Carolus-Duran est un ami de Manet, qui lui aussi s'intéresse à Velázquez. Et donc, finalement, ce qu'on trouve chez Carolus-Duran, c'est une synthèse entre l'avant-garde et ce qui se passe dans l'art d'un Manet ou de certains impressionnistes, et puis cette tradition académique. Les anglo-saxons parlent de l'école du juste milieu, et Sargent est fasciné par Manet et par Monet, mais il est également ancré dans cette tradition. Et c'est assez intéressant de voir que oui, il va travailler avec Carolus-Duran, mais en même temps, il passe le concours pour entrer à l'école des Beaux-Arts. Donc il développe cette technique prodigieuse, mais qui est très complète finalement. La tradition et l'avant-garde. Ce n'est donc pas un hasard si le jeune Sargent présente un portrait de son maître au salon de 1879. C'est un tableau, donc le portrait de Carolus-Duran, qui est un peu symbolique, puisque c'est quelque part la fin de son apprentissage avec Carolus-Duran. Donc c'est le moment où l'élève va voler de ses propres ailes, et il choisit comme tableau pour cette émancipation un portrait de son maître. Et le tableau va avoir un très grand succès, à la fois par la personnalité du modèle, parce que Carolus-Duran est un peintre à la mode. Carolus-Duran bénéficie finalement du succès de son élève. Quand on complimente sur les succès de Sargent, il aurait dit « oui, mais papa était là ». Et puis évidemment, ce qui va susciter l'attention des commentateurs, c'est qu'est-ce qu'il y a de Carolus-Duran chez Sargent? Est-ce qu'il est meilleur ou pas que son maître? La critique dit déjà « l'élève a peut-être déjà dépassé le maître ». L'audace dont avait fait preuve Sargent avec son portrait de Carolus-Duran avait captivé le public et lui valut même une médaille. Mais la partie n'était pas gagnée, car à l'époque, la place réservée au portrait était loin d'être évidente. En effet, dans la tradition française, c'est un genre considéré comme subalterne, mineur. Le grand genre, c'est la peinture d'histoire. C'est ce qui est appris à l'école des Beaux-Arts, c'est ce qui est valorisé dans les musées, c'est ce que la critique d'art regarde en premier. Et le portrait est considéré comme un genre mineur parce que entaché un petit peu de son aspect commercial. Et il y a un basculement qui se fait dans les années, juste à un moment où Sargent arrive à Paris, où la génération de Manet, Fantin-Latour, Monet, Renoir, Degas, etc., vont se saisir du portrait comme le grand genre moderne. Et donc, c'est vraiment ce moment de bascule où on voit apparaître au salon des grandes figures en pied de Manet qui ont pour sujet des modèles d'atelier dont on ne sait même pas le nom, ce qui est évidemment révolutionnaire à l'époque. Et donc, Sargent s'engouffre dans cette brèche. Mais Sargent, lui, il est plus ambitieux. Et ce qu'il veut, c'est faire des tableaux, en fait, des vrais chefs-d'œuvre. Et donc, il va se servir de la figure et du portrait pour cela. Et il va y arriver, puisque progressivement, à la fin des années 70, au début des années 80, de plus en plus de critiques d'art vont regarder les tableaux de Sargent et dire « ce ne sont pas uniquement des portraits, ce sont des tableaux, ce sont des chefs-d'œuvre ». La manière originale du peintre l'avait fait connaître et lui amena bientôt des commandes. La même année, Sargent présenta, toujours au salon, Fumée d'ambre gris. Cette toile éblouit Ramon Subercaseaux, un diplomate chilien qui lui commanda ensuite le portrait de sa femme, Amalia.
Ce portrait lui valut sa 2e médaille au salon et fit de lui une petite attraction. 2 ans plus tard, il réalisait l'un de ses grands formats les plus fascinants et peut-être l'un de ses chefs-d'œuvre avec les filles d'Edward Darley Boyd. Sorte d'hommage à Velázquez, son idole, il ne s'agit pas pour autant d'un pastiche, mais bien d'une création à part entière. Il n'avait que 26 ans et était déjà le héros du salon, comme le surnommait l'écrivaine Judith Gauthier. Les portes de la ville s'ouvraient à lui. À partir du moment où il arrive dans l'atelier de Carolus-Duran en 1974, et puis quasiment jusqu'à la fin de son séjour parisien, il est dans un mélange à la fois d'apprentissage, de formation, donc qui va copier les maîtres. Il s'intéresse particulièrement à Velázquez à ce moment-là de sa carrière, et effectivement, il rend hommage aux Ménines dans ce portrait des filles Boyd. Et en même temps, il est un jeune artiste qui veut se faire connaître, qui veut être original, qui veut montrer sa personnalité, montrer qu'il n'est pas comme les autres. Et donc il y a ce savant mélange de référence au passé et d'originalité. Plus on passe de temps à regarder ce portrait, plus c'est fascinant et on se rend compte que finalement il ancre la présence des 2 filles les plus âgées dans le fond du tableau en peignant juste un petit trait pour signaler finalement la présence de leurs chaussures dans la composition, sans quoi finalement la moitié de leur silhouette disparaîtrait dans le fond de l'appartement, dans l'obscurité. Typiquement, le portrait des filles Boyd, c'est vraiment ça. C'est une œuvre qui est à la croisée de cette démonstration de virtuosité technique, de connaissance de l'art du passé, Velázquez, Hals, et de profonde originalité. Personne n'a jamais peint un tableau comme celui-là avant Sargent. Ça n'est pas un pastiche, ça n'est pas un hommage uniquement à Velázquez, c'est aussi une manière pour Sargent de s'affirmer sur la scène artistique parisienne avec un tableau étrange et novateur. Il essaye finalement des choses tout à fait nouvelles avec ce tableau, qui fait dire à Henry James qu'au seuil de sa carrière, finalement, Sargent n'a déjà plus rien à prouver. Durant l'automne qui suivit, il partit à la recherche de l'inspiration et de modèles propres à attiser la curiosité du public parisien. C'est vers Venise qu'il se dirigea. Venise occupe une place particulière dans la géographie personnelle de Sargent. Il y retournera tout au long de son existence pour y puiser une source d'inspiration et s'y nourrir de thématiques différentes. Il faut rappeler quand même encore que l'enfance de Sargent est une enfance italienne, et donc il a une familiarité avec l'Italie et avec la culture italienne extrêmement forte. Ça reste quasiment pour lui ses racines. Ses racines ne sont pas américaines, il ne va aux États-Unis qu'à l'âge de 20 ans. Ses racines, elles sont en fait italiennes. Ses cousins, les Cassese, avaient un palazzo là-bas. Et la lumière de Venise le fascine. On dira aussi de Sargent qu'il s'intéresse aux gondoliers. C'est vrai que son majordome était italien et on le dit, un ancien gondolier. En fait, Sargent s'intéresse beaucoup au type italien de manière plus générale. Au début de sa carrière, Sargent s'intéresse plutôt aux intérieurs vénitiens et à ce côté mystérieux de Venise, de ses rues, de ses figures, de ses personnages qui se parlent dans les rues. Et puis Sargent reviendra ensuite régulièrement à Venise, plutôt à la fin de sa carrière, lorsqu'il peindra plutôt à l'aquarelle. Donc cette phase entre 1900 et 1915 à peu près, où il délaisse progressivement le portrait, il délaisse un peu la peinture à l'huile pour voyager, peindre à l'aquarelle. Et là, Venise est un lieu d'émerveillement. La lumière sur l'eau, la lumière sur les façades en pierre, le mouvement des gondoles, et toujours cette attirance pour ce monde un peu particulier devient un de ses sujets d'inspiration majeurs. Mais c'est à Paris, et non à Venise, que le jeune peintre ambitieux réalisera le chef-d'œuvre qu'il espérait depuis longtemps. Sargent va se construire un réseau d'amitié à Paris qui est assez intéressant parce qu'il est très divers, assez cosmopolite, à la fois avec des artistes expatriés, américains, ceux qu'il rencontre donc chez Carolus-Duran dans l'atelier, et puis ensuite des artistes français, notamment donc Paul Helleu, qu'il va un peu prendre sous son aile. Helleu est en difficulté financière quand il est étudiant à Paris, et Sargent lui achète un pastel pour un prix très important. En revanche, comme Sargent, c'est quelqu'un qui est très très sociable, a énormément de charme, et très vite trouve une clientèle dans la bonne société,
et notamment fréquente Montesquieu et tout ce milieu finalement proustien, dont Sargent bénéficiera aussi. Finalement, l'amitié avec Montesquieu, elle vient de Helleu, elle ne vient pas de Sargent. Montesquieu connaissait le tout Paris et présenta rapidement Sargent à l'un des hommes les plus fascinants, mais aussi les plus controversés de la société parisienne, Samuel Jean Pozzi. Et c'est grâce au docteur Pozzi qu'il rencontrera Virginie Gautreau. Les 2 portraits qu'il fera d'eux lanceront définitivement sa carrière. Ces 2 tableaux, le docteur Pozzi et le portrait de Madame Gautreau, Madame X, qui sont des chefs-d'œuvre. Pozzi reste sans doute le portrait masculin le plus audacieux et le plus mémorable de Sargent, et Madame X reste le portrait le plus audacieux de femme qu'il ait pu faire. Lui-même dira en 1916 que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Et qui témoignent bien, un peu l'un et l'autre d'ailleurs différemment, des recherches aussi plastiques de l'artiste. Avec le docteur Pozzi, c'est la symphonie en rouge, et donc c'est toute la question de la peinture presque monochrome, et d'arriver par les nuances, par les contrastes, d'ombre et de lumière, mais aussi de ton, le rouge et le blanc, par exemple du col ou des manches, à finalement faire chanter en fait les couleurs, les rendre plus belles encore par les contrastes et par la couleur. Ensuite, il faut se rappeler que le portrait de Pozzi n'a pas été exposé au salon. Sargent fait très très attention dans sa stratégie d'exposition, et il doit savoir que le portrait de Pozzi est un peu trop audacieux pour être exposé au salon. Alors est-ce qu'il a le sentiment qu'il a été un peu loin, ou que finalement ce serait trop inconvenant dans le cadre d'une exposition parisienne de montrer le docteur Pozzi, qui est une des figures du tout Paris? Le docteur Pozzi, effectivement, était l'amant de Sarah Bernard, entre autres. Sarah Bernard qui l'appelait le docteur Dieu. Et on sait que c'était un véritable bourreau des cœurs. Mais là encore, on le voit dans son portrait, c'était quelqu'un d'extrêmement séduisant. On ne sait pas très bien pourquoi il ne l'expose pas, mais il y a peut-être une petite appréhension sur la réception possible du tableau. Et finalement, il aura un peu la même appréhension avec Madame X, le sentiment d'avoir aussi poussé un peu les limites un peu trop loin. C'est Carolus Durand qui dit quand même à Sargent qu'il peut envoyer le portrait de Madame X au salon en toute confiance, alors qu'il doit bien savoir qu'il a poussé l'audace un peu loin et que ses contemporains sont susceptibles de mal réagir. Mais avec Madame X, il va jusqu'au bout, il expose le tableau, et ce qui devait arriver arrive, et donc le tableau fait scandale. Si la réception de l'œuvre fut houleuse, sa genèse ne fut guère aisée non plus. À la différence de la plupart de ses portraits, celui de Madame Gautreau n'était pas une commande. Sargent dut lui faire une cour assidue pour que la jeune femme se laisse convaincre de poser pour lui. Les séances de pose ne furent pas simples, Sargent étant aux prises avec la beauté singulière et l'indolence désespérante de son modèle. Il sut tout de même les égayer en s'asseyant à son piano. Sargent était également un pianiste prodigieux. Cet intérêt, cette curiosité intellectuelle pour les arts, mais aussi pour la musique, qui est tout à fait fascinante chez Sargent, et qui fascine également ses modèles, et qui apprécie énormément sa conversation, puisque c'est quelqu'un de très cultivé, et qui peut se mettre au piano entre 2 séances de pause pour distraire finalement ses modèles. Au salon, bien des visiteurs qui entrèrent dans la salle 31 reconnurent cette femme, malgré les astérisques occultant son nom. Les commentaires fusent. « Ah, voilà la belle !» ou encore « Oh, quelle horreur !» Mais comment expliquer de telles réactions ? Les spectateurs du salon étaient en effet habitués au scandale dont le plus célèbre fut celui d'Olympia, d'Édouard Manet, 2 décennies plus tôt. Comme pour Madame X, le scandale autour d'Olympia était à la fois esthétique et social. Là où Manet offrait une réinterprétation de la Vénus d'Urbain de Titien en représentant une prostituée toisant le public, le portrait de Madame X, lui, modèle d'une superficialité narcissique, passait pour une incitation à l'adultère sans honte, voire à la dépravation. Les spectateurs interprétaient l'épaule nue du sujet avec sa bretelle pendante et son décolleté comme un clin d'œil à la moralité sexuelle légère de Madame Gautreau. Les faiseurs de tendance parisiens ont été rebutés non seulement par les vêtements révélateurs du sujet, mais aussi par son teint fantomatique. Dans une critique de 1884, le Times écrivait « Sargent est en dessous de son niveau habituel cette année ».
La pose du personnage est absurde et la couleur bleutée atroce. Les traits sont tellement exagérés que la délicatesse naturelle des contours est complètement perdue. Sous le pinceau de Sargent, le sujet soi-disant beau ressemblait à une simple caricature. Aussitôt, Madame Avenio, la mère du modèle, fit une scène. « Ma fille est perdue, tout Paris se moque d'elle. Mon gendre sera forcé de se battre en duel et elle mourra de chagrin. » À la suite du tollé suscité par Madame X, Sargent repeint la bretelle tombée et retire le tableau de toutes les expositions ultérieures pour le garder enfermé dans son atelier, et ce jusqu'en 1905. Finalement, quand on lit la critique de l'époque, on se rend compte que c'est plus les femmes qui vont au salon qui créent le scandale et qui disent « Oh, mon Dieu, la bretelle de Madame Gautreau est baissée », ce qui leur permet finalement de critiquer la femme qu'elles ne peuvent pas critiquer quand elles la côtoient au salon. Mais quand on lit les critiques, certaines sont effectivement pas très favorables, mais dans l'ensemble, même si les critiques disent que Sargent est peut-être allé trop loin, beaucoup disent également que son talent est incomparable et que c'est un tableau tout à fait frappant qu'il a créé là. Quand on regarde ce qu'est l'art du portrait en France, mais d'ailleurs ça vaut à peu près partout en Europe et aux États-Unis, autour de 1880, dans ces années-là, on ne trouve pas l'équivalent de ce que fait Sargent. C'est vraiment révolutionnaire quand on regarde. La critique dit bien que la postérité n'oubliera pas Sargent. Anyway, it was a very bizarre creation, and it had been done by Sargent, a kind of, I think, he had these successes, the Boyd daughters of Edward Darley Boyd to El Jaleo. He was sort of riding quite high, and I think he thought of Madame Gautreau was going to finally put the cap on his career and really make him. And people came to mock it. So it became a succès, a scandal. It really did damage his career because he was no longer a safe artist to sit to, after a thing like that. Le scandale du salon allait finir de pousser Sargent vers Londres, où son ami Henry James l'exhortait de venir s'installer depuis quelque temps déjà. Sargent était précédé du scandale de Madame X en arrivant à Londres, puisque la presse anglaise s'y était intéressée. C'était le tableau dont tout le monde parlait, et évidemment les Anglais s'intéressaient à ce qui se passait au salon, puisque le salon restait quand même l'arène internationale du monde de l'art. Mais la plupart des Anglais n'avaient pas vu ce portrait, et qu'il se garde d'exposer à Londres, évidemment. Donc finalement, ça a peu de retentissement sur sa carrière à Londres, en tout cas dans l'immédiat. Lorsque Sargent s'installe à Londres définitivement en 1886, toute sa réputation reste à faire. Il a déjà exposé à la Royal Academy quelques portraits, mais finalement il est peu connu en tant que portraitiste à l'époque, et c'est plutôt le tableau Carnation Lily Lily Rose qu'il expose à la Royal Academy en 1887 qui attire l'attention favorable du public anglais. It's such an extraordinary picture. It's very difficult to paint garden pictures, because usually you've got a kind of borders, and what do you do with them? But he just immersed the little girls within the flowers as if they're kind of emanations. And it's this density of colour and floral design. It's a wonderful, magical, extraordinary picture. Mais à l'époque, Sargent est considéré comme férocement français. Et ce tableau, qui est tout à fait particulier, en fait, permet à l'Angleterre d'accepter l'impressionnisme, qui à l'époque est encore perçu comme un mouvement d'avant-garde dangereux et continental. And he got away with it because the little girls in white, the English are terribly sentimental, and they sort of overlooked the Monet-esque handling of the paint. Et en fait, Sargent, dans ce tableau, arrive à faire une synthèse, finalement, entre l'impressionnisme et un style un peu plus académique qui fascine, en fait, le public anglais. And it was bought what's called by the Chantry Fund, which essentially was Sir Francis Chantry had set this fund up to buy pictures for the nation. Et c'est comme ça qu'il fait son nom, en fait. À l'origine, vraiment pas en tant que portraitiste. The real breakthrough is 1893. That's when Lady Agnew at the Royal Academy just sweep the board, and then he becomes a Royal Academician. That's the moment.
Son atelier londonien était situé à Chelsea, une enclave bohème et libre d'esprit où se côtoyaient des modèles des deux sexes, de tous âges, de tout type et de toute spécialité. Une classe de personnes dont la seule profession était de poser, comme les décrivait Oscar Wilde, alors son voisin. It was Oscar Wilde, I think, who said, "Only in Tite Street would you see Lady Macbeth getting out of a cabriolet at 11 o'clock in the morning." En 1889, la fameuse Lady Macbeth dont parle Oscar Wilde est Ellen Terry, célébrissime comédienne britannique et principal personnage féminin de la tragédie de Shakespeare. Sargent la représente dans le costume de son personnage, posant une couronne sur sa tête. On sait que Sargent a déjà rencontré Oscar Wilde avant son installation à Londres. Et effectivement, on sait qu'il côtoie Oscar Wilde, en tout cas jusqu'au moment où Oscar Wilde est arrêté en 1895. On ne pense pas qu'ils étaient particulièrement proches, mais ils étaient tout de même voisins et ils se connaissaient relativement bien. De Paris à Londres, de Montesquieu à Wilde, en passant par son ami de longue date Henry James, Sargent a toujours semblé s'entourer des figures homosexuelles de son temps. Sa fascination pour les modèles masculins a aussi contribué à alimenter les rumeurs sur sa sexualité. Deux hommes intriguent particulièrement. Le premier est l'Italien Nicola d'Inverno, boxeur amateur devenu non seulement le modèle du peintre, mais aussi son directeur de studio et son valet de chambre des années 1890 jusqu'en 1917. Le second est Thomas McKellar, contorsionniste et garçon d'ascenseur afro-américain, modèle de plusieurs des personnages, hommes et femmes, des fresques murales de Sargent pour la bibliothèque municipale de Boston. Sargent a également peint un nu de ce jeune homme se trouvant aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de cette même ville. Was Sargent homosexual? He may have been that way inclined, but there's no evidence of any long-term relationships. I mean, Henry James, of course, eventually comes out, and falls in love with a Swedish sculptor. They're also all very worried, but, the Oscar Wilde scandal sends, the homosexuals running for cover, because, it becomes a criminal offence. À la même époque, il se tourne vers l'Amérique, patrie de ses parents, lui qui n'y avait séjourné qu'une seule fois auparavant. Du reste, son ami Henry James avait toujours prédit qu'il y connaîtrait un succès retentissant. Assez rapidement, effectivement, il arrive à trouver une clientèle américaine. Il va à Boston. C'est grâce à Henry James, encore une fois, que Sargent fait la connaissance d'Isabella Stewart Gardner, qui est une richissime américaine, qui a fait reconstruire un palazzo vénitien au cœur de Boston et qui lui commande son portrait, qu'elle souhaite être une sorte de réinterprétation de Madame X. Elle aussi cherche finalement à avoir une sorte de notoriété. Et quelque part, sans doute, le succès un peu de scandale de Madame X l'a séduit. Et donc, elle va un peu se renseigner sur Sargent et lui commander son portrait, qui est un portrait peut-être l'un des plus originaux aussi qu'ait jamais peint Sargent, d'une femme de pouvoir en fait, et d'une femme assez fascinante. Ça devient une sorte d'icône byzantine, une Madone quasiment. Donc on voit qu'il relie ces figures de femmes fortes à travers aussi des icônes de l'histoire de l'art, et il en fait des femmes extraordinaires. Et Isabella Stewart Gardner joue un rôle très important dans la carrière de Sargent, dans le sens où elle a un réseau très important dont bénéficie assez rapidement Sargent aux États-Unis. Sargent souhaite réaliser le portrait de la danseuse espagnole Carmen José Moreno. Comme pour Madame X, la Carmencita n'est pas un portrait de commande, loin de là. Le peintre choisit tout ensemble le modèle, sa robe et sa pose. Après avoir immortalisé Madame Gautreau en tant que beauté mondaine, Sargent prend à nouveau le risque de peindre une femme fatale, fardée et sensuelle. Et pour elle aussi, sa réception en Angleterre est pour le moins affligeante. Répugnante, barbare, évoquant l'auréole putride qui entoure d'un macabre captivant les créations de Baudelaire. Voilà ce qu'on en dit. Mais sa réputation internationale étant désormais établie, la position de Sargent face aux critiques n'est plus la même.
Achetée par l'État français pour 1200 francs, la Carmencita marque la consécration de Sargent en France et sa revanche après l'épisode du portrait de Madame X au salon de 1884. C'est maintenant à cheval sur 2 continents, entre Boston et Londres, que Sargent va concentrer la majorité de son travail de commande. Sargent est très très actif en tant que portraitiste quand il est à Londres, donc il peint pratiquement toute l'aristocratie anglaise. Très rapidement, il peut demander de certains portraits l'équivalent de 100 000 € actuels. Il peint une série très importante de tableaux de la famille Wertheimer. C'est la plus grande commande que Sargent reçoit. Et ces tableaux sont donnés du vivant de Wertheimer à la National Gallery à Londres. Donc sont exposés du vivant de Sargent, ce qui fait que Sargent, finalement, est le premier artiste, l'un des premiers artistes contemporains à être exposé à la National Gallery. Fort de ce nouveau statut, il peint le portrait de 2 présidents des États-Unis d'Amérique, celui de Theodore Roosevelt et de Woodrow Wilson. Vieillissant, Sargent commence à se lasser de l'art du portrait, ou plutôt des interminables séances de pose avec ses modèles. En effet, après une carrière de portraitiste s'étendant désormais sur 3 décennies, sa tolérance a atteint ses limites. Ainsi, il déclare « J'espère ne plus jamais en faire, surtout parmi les classes supérieures. Je les déteste et les renie. Peindre un portrait serait assez amusant si l'on n'était pas obligé de parler pendant le travail. Quel ennui de devoir divertir le modèle et d'avoir l'air heureux alors que l'on se sent misérable. Heureusement, son séjour américain lui ouvre de nouvelles portes. Il reçoit la commande du premier décor pour la bibliothèque de Boston autour de 1890 et il va ensuite livrer par morceaux 1900, 1910 et en fait jusqu'à sa mort, puisqu'ensuite il reçoit d'autres commandes, et notamment pour le musée des Beaux-Arts de Boston, qui va lui commander un décor de plafond, et de l'escalier et d'une rotonde. Et en fait, donc en gros, de 1890 jusqu'à sa mort, il y a une grande partie de son travail, on pourrait dire un tiers en fait de son œuvre, de son temps de travail, qui est occupé par ces décors muraux. Et donc ces décors muraux, ça lui demande beaucoup de travail, puisqu'ils sont préparés par énormément de dessins, énormément d'études au fusain, notamment d'après des modèles dans son atelier, des essais de composition. Et puis, il va aussi, puisque notamment la voûte donc, de l'escalier de Boston est dédiée à la religion, à l'histoire des religions et du christianisme, il va voyager au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Palestine, pour s'imprégner, regarder les costumes, peindre la couleur des paysages, du désert, des villes. Et donc, ça va aussi l'occuper en ce sens-là qu'il va régulièrement voyager. Donc ça, c'est vraiment une part très importante de son travail. À la fin de sa vie, lui-même ne se considère pas comme un portraitiste. Il se considère comme un artiste complet qui fait du grand décor, de la peinture d'histoire, des sujets religieux, mythologiques, qui fait quelques portraits et qui est aussi un grand paysagiste. Pourtant, la représentation de la synagogue par Sargent fut une véritable bombe à retardement. Elle lui valut par la suite une controverse qui nuisit à sa réputation et à celle de ses peintures murales. En effet, malgré sa sympathie pour ses amis juifs, en représentant la synagogue sous les traits d'une vieille femme aux yeux bandés, il avait reproduit des préjugés antisémites médiévaux. C'était bien mal connaître l'artiste à qui on reprochait de ne plus peindre que des juifs et des juives qu'il disait d'ailleurs préférer, car celles-ci avaient plus de vie et de mouvement que les femmes anglaises. Pour l'exposition universelle de 1900, donc en plein moment aussi de l'affaire Dreyfus, il expose surtout des portraits de modèles juifs à l'exposition universelle. Alors on ne sait pas s'il faut y voir ou non un geste de sa part ou une manière de s'affirmer dreyfusard ou d'œuvrer contre une forme d'antisémitisme, mais c'est un choix qui interroge quand même, puisque c'est ce qu'il va choisir d'exposer à Paris dans ce contexte-là. Même s'il a abandonné les portraits à l'huile, le travail de Sargent ne repose pas uniquement sur celui des décors de Boston. Bientôt, il va renouer avec les médiums qu'il aimait étant enfant, l'aquarelle et le fusain. Et on se rend compte que s'il abandonne l'art du portrait en 1907, en fait, c'est surtout qu'il abandonne les portraits à l'huile pour se consacrer au fusain. Il en a fait plus de 600. Sargent probably painted about 500 oil portraits, and there are about 1,500 landscapes and subject pictures in oil and watercolor. So
his oeuvre is much larger in the non-portraits. On sent chez lui une liberté totale en fait, c'est-à-dire que il est arrivé à un point de sa carrière où il maîtrise totalement en fait son art et donc il n'a plus qu'à jouer en fait avec la couleur, l'eau et le papier et à essayer de transcrire ce qu'il voit et voilà les éblouissements quelque part qu'il a devant une ombre colorée, le reflet de l'eau, du soleil sur l'eau dans la lagune à Venise ou ailleurs, sur le papier. Le talent de Sargent éclate dans ses aquarelles et il a cette capacité à rendre des luminosités tout à fait différentes. Si vous comparez des aquarelles d'Istanbul et des aquarelles de Venise, on retrouve la qualité tout à fait particulière de la lumière vénitienne. Because of the fluidity of the medium. I mean, it's just magical what he does with watercolor. Et cette aisance, évidemment, elle est très communicative, cette joie, et c'est d'ailleurs une des raisons du succès de la peinture de Sargent auprès des spectateurs et de nous-mêmes qui regardons ces tableaux, c'est cette joie et ce plaisir communicatif qu'elle nous renvoie. On sent la maîtrise totale des moyens et donc qu'il ne reste plus quasiment que la joie et le plaisir de peindre. Ouais. First of all, he won't sell them. He says they're done for his own pleasure. But later he does. And a friend, Edward Darley Boyd, whose daughters were painting, was a painter. And he said to Sargent, why don't you join with me and we'll do a joint watercolour show? And Sargent said, it's too much work. I have to get it all through the immigration and the taxes. And God, it's too complicated. But eventually he gives in. And Nerdler in New York show his watercolours along with Boyd, and they're all sold out to the Brooklyn Museum. The entire Sargent, about 50. And then Boston says, but Sargent's our man. Well, what's Brooklyn? Why has he sold them all to Brooklyn? So the next lot, 1912, the whole lot go to Boston. So these two great tranches of watercolours, and then there are all the drawings for umpteen drawing for the murals and for that great picture of wartime of Gast, which is still, the Imperial War Museum, it's the picture everybody wants to see. When the people go, the public go in, they say, where's Gast? En 1914, suite à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, la Première Guerre mondiale éclate. Malgré l'embrasement de l'Europe, Sargent continue de pérégriner de par le monde, et ce malgré la présence des sous-marins allemands dans l'Atlantique. En 1918, il retourne en Angleterre afin de participer à l'effort de guerre, enrôlé non comme soldat, mais comme peintre des armées. Sa nouvelle mission consiste à créer une œuvre épique représentant les forces britanniques et américaines. It was intended not as a sort of documentary picture. It was to go originally into a hall of remembrance, which was about the heroism and sacrifice of war, more symbolic. But of course, they ran out of money, so the Hall of Remembrance was never built. This line of gassed men going towards a dressing station, which he came across, like the blind leading the blind, that so it excited him. And of course, behind is this ravishing evening sky, wonderful patchwork of colour combinations in the sky, and then this great line of men, and then in the foreground, other people, troops lying about, obviously in agony. Quand on regarde l'inspiration de Sargent, tout son art, c'est une célébration d'une sorte de bonheur de vivre, de douceur, de légèreté de l'existence, de la culture, des arts. Et donc c'est un monde où la laideur, où la misère, où la violence, en fait, n'a pas du tout sa place. Et donc, d'un coup, ce moment de la Première Guerre mondiale est un peu étrange. Et on se demande même comment lui a fait pour s'approprier ce sujet, pour proposer quelque chose, pour lui, qui a tellement montré cette société d'avant la Première Guerre mondiale, de la belle époque, du farniente, des voyages, du plaisir d'une élite
cosmopolite. D'un coup, c'est soldats morts au front, c'est gazé, par exemple. Voilà, il y a quand même une forme de choc quelque part, mais qui, je pense aussi, révèle bien ce qu'a été le choc de cette guerre pour cette société d'avant et de la Belle Époque, quelque part. Ce sentiment d'un monde, d'un coup, qui s'abîme dans cette violence terrible, alors que rien ne laissait présager ça. Les années précédentes étaient toutes tournées voilà, vers le progrès, vers la culture, vers la célébration de l'art, des musées, des échanges. Et Sargent était totalement au diapason de cette société-là. Sargent s'éteint au milieu des années folles. En 1925, à sa disparition, la plupart des critiques le considèrent comme un maître du passé, attaché à garantir une postérité flatteuse à ses modèles. Quant aux modernistes, ils sont plus sévères encore. De son vivant, ils le considéraient déjà comme totalement déconnecté des tendances artistiques émergentes. Sargent acceptait calmement la critique tout en refusant de changer son opinion négative à propos de l'art moderne. Il répliquait « Raphaël et Le Greco ont toujours toute mon admiration. Ils sont ceux que j'aime. » The modernist movement really got underway in the 1920s. And anybody who didn't support what they regarded as the essence of art. And they accused Sargent of, not being a true artist. All the portraits was not true art. It was just slick portrait painting. Sur cette question de la fortune critique de Sargent, il faut vraiment distinguer, je pense, la France et les pays anglo-saxons, où l'artiste n'a pas du tout la même place. Lorsque Sargent meurt donc à Londres dans les années 1920, même si son art est déjà un peu passé de mode, ça reste un artiste majeur de la scène anglaise. Il a été élu à la Royal Academy, c'est un très grand peintre, il est reconnu comme étant l'un des très grands portraitistes de son temps. Et aux États-Unis, c'est un petit peu pareil. En France, c'est très différent, puisqu'en France, il a choisi de quitter Paris. Et ça, la France ne l'a jamais totalement pardonné, sans doute, à Sargent. Et dès la fin du 19e siècle, dès le début du 20e siècle, Sargent est toujours vivant et il fait déjà l'objet de critiques de la part du monde de l'art français, qui va trouver que vraiment son art est d'un autre temps, ne se renouvelle pas, s'épuise dans des formules. Que ce soit en Angleterre, comme en France, comme aux États-Unis, finalement, sa technique prodigieuse est également ce qu'on critique, puisqu'on parle d'une certaine facilité dans l'art de Sargent. Souvent, les Anglais vont dire « so many, so quickly ». Il y a cette idée de chic, donc ce côté superficiel. Et ça, on le trouve même dans les critiques des années 1890, où finalement, on parle de lui comme d'un magicien, un magicien du pinceau, mais avec cette idée que ça reste superficiel. Et c'est seulement maintenant, enfin depuis les années 90, qu'on voit que Sargent reste un grand maître aussi de la psychologie dans ses portraits. Et puis le rythme des avant-gardes qui se succèdent à Paris est sans commune mesure par rapport à ce qui se passe à Londres ou aux États-Unis. Et donc son art paraît aussi beaucoup plus rapidement dépassé. Et donc l'oubli arrive très tôt en France. Et ensuite, tout au long du XXe siècle, c'est vraiment un rejet quand même assez vif de cet art, qui est lié aussi toujours, quelque part en France, à une méfiance pour l'art du portrait. Les grands portraitistes sont considérés comme des grands portraitistes, mais pas forcément comme des grands artistes. Et ça reste une nuance assez française, alors que dans les pays anglo-saxons, être un grand portraitiste, c'est être un grand artiste. Mais Sargent a été redécouvert dès les années 60 aux États-Unis et en Angleterre, même si le regain d'intérêt dans l'œuvre de Sargent n'est réel que vraiment au moment des années 90, au moment où Richard Ormond, qui est le petit-neveu de Sargent et un grand historien de l'art, remet Sargent au goût du jour. Certains historiens de l'art comme Mark Simpson également, ou Barbara Weinberg au Met, le remettent sur le devant de la scène artistique. And then I always remember the big 1998 retrospective was seen by nearly 1 million people. And I always remember Nick Sirota, the director of Tate, said, "Not all of us may admire Sargent but nobody can ignore him anymore." And that was really, he was too big a figure. Alors qui était vraiment John Singer Sargent ?
Andy Warhol disait « Sargent rendait chacun séduisant, plus grand, plus mince, mais tous avaient du caractère. Chacun d'entre eux avait un caractère différent. » Et c'est peut-être là, dans ce mélange de grâce idéalisée et de vérité intérieure, que réside le génie de John Singer Sargent. Peintre d'un monde en pleine transformation, il capte non seulement les apparences, mais les mouvements profonds de l'individu et de la société. Derrière le vernis du portrait mondain, il dévoile la complexité des identités, les zones d'ombre du désir et les prémices d'un monde plus fluide, plus cosmopolite. Ni tout à fait classique, ni vraiment moderne, Sargent échappe aux catégories. Et c'est précisément ce qui fait aujourd'hui encore sa force, sa pertinence et son mystère.